Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Bokeh, à Kagbele, à Tombolia, à Somfonia, à Bessia, dans les nouvelles communes également. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Imbaye, dans les taxis, dans les bonbons, dans les magbana, dans les marchés. Merci de préférer Kavi Média, le média du développement. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Bon moment, on parle encore d'énergie et encore de cette problématique qui perdure, qui persiste et qui insiste. Vous n'avez pas de courant chez vous? C'est toujours le tour, hein. Ah bon? L'éternel cahier de charge. Vous vivez ça toujours là? C'est-à-dire, il y a des moments où vous passez la nuit jusqu'au petit matin, pas d'électricité? Essayez de donner un peu le nom du quartier, on veut savoir si c'est Conakry ou bien c'est Conde de Breka. Non, c'est Conakry. Voilà. Vous avez dit une chose très importante en disant que il pleut, mais il n'y a pas d'électricité. Donc, la question que l'on devait se poser, est-ce que Kaleta est une arnaque? Est-ce que Swapit est une arnaque? Donc, moi je pense que ce n'est pas des projets qui sont importants, mais c'est qui doit suivre ces projets. Effectivement, qu'à l'État soit petit, on ne peut plus compter sur ces barrages-là. Il faut trouver des alternatives. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Bokeh, à Kagbele, à Tombolia, à Somfonia, à Bessia, dans les nouvelles communes également. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Imbaye, dans les taxis, dans les bonbons, dans les magbana, dans les marchés. Merci de préférer Kavi Média, le média du développement. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Bon moment, on parle encore d'énergie et encore de cette problématique qui perdure, qui persiste et qui insiste. Vous n'avez pas de courant chez vous? C'est toujours le tour, hein. Ah bon? L'éternel cahier de charge. Vous vivez ça toujours là? C'est-à-dire, il y a des moments où vous passez la nuit jusqu'au petit matin, pas d'électricité? Essayez de donner un peu le nom du quartier, on veut savoir si c'est Conakry ou bien c'est Conde de Breka. Non, c'est Conakry. Voilà. Vous avez dit une chose très importante en disant que il pleut, mais Dans un monde médiatique où la seule critique prospère.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission de développement Le Scanner en bande FM sur la 89.5. Vous pouvez nous suivre également à la télé sur le bouquet Star Times numéro 779, numéro 113 sur TNT en live sur Kavi TV et groupe Kavi Media qui vous parvient du lundi au vendredi de 9h00 à 10h30. Merci de nous suivre sur notre site d'information siaminfo.com à Conakry comme à l'intérieur du pays. Bokeh, Bofa, Zérekore, Kisidougou sur la même fréquence. Vous êtes également nombreux à nous préférer sur les réseaux sociaux à l'AB sur la 96.5 Beta FM. Vous êtes toujours au rendez-vous à Kiroti, à Lansanaya, Simantiri, Kagbele jusqu'à dans ma ville minière de Sangarili. Bienvenue, merci de nous préférer et de nous tenir compagnie pendant 90 minutes au menu des sujets à débattre dans le scanner de ce mardi 16 juillet. Le gouvernement et ses partenaires pendant cette saison des grandes pluies se retroussent les manches et enfilent des bottes et des imperméables pour la mise en terre symbolique de 2200 plantes d'essence locales et utiles pour renforcer le couvert végétal tout au long de la berge du fleuve Concouré et sur une superficie de 100 hectares. Si Dieu de la com technique est avec nous, Inch'Allah, nous allons suivre ensemble un reportage sur le lancement de cette campagne de reboisement 2024. Depuis plusieurs mois, le cri de cœur des observateurs est sans appel sur les sites de Swapiti et Kalita. Le niveau d'eau a considérablement baissé. Arrestation des leaders du FNDC dissous, des États-Unis en France en passant par les avocats de Guinée. L'arrestation de Foni Kemenge Biloba relance la situation de la liberté d'expression et des droits humains. Enfin, solidarité gouvernementale ou réalité du terrain, le Premier ministre Amadou Ouriba soutient son homologue de l'éducation sur la nouvelle correction des copies de certaines villes. L'ensemble de ces détails, nous allons avoir tout à l'heure. Voilà comment se présente le programme de notre émission de ce mardi 16 juillet 2024. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous suivez le groupe Kavi Media, votre émission Le Scanner qui vous parvient, comme je le disais tantôt, du lundi au vendredi. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Bokeh, à Kagbele, à Tomboulia, à Somfonia, à Bessia, dans les nouvelles communes également. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Imbaya, dans les taxis, dans les bonbonnas, dans les magbana, dans les marchés. Merci de préférer Kavi Media, le média du développement. Le Scanner, c'est l'émission du débat constructif. Mohamed, on parle encore d'énergie et encore de cette problématique qui perdure, qui persiste et qui insiste. Vous n'avez pas de courant chez vous? C'est toujours le tour, toi. Hein? Ah bon? L'éternel cahier de charge. Vous vivez ça toujours, là? C'est-à-dire, il y a des moments où vous passez la nuit jusqu'au petit matin, pas de l'électricité? Essayez de donner un peu le nom du quartier, on veut savoir si c'est Conakry ou bien c'est Conde de Breka. Non, c'est Conakry. Voilà. Vous avez dit une chose très importante en disant que il pleut, mais il n'y a pas d'électricité. Donc, la question que l'on devait se poser, est-ce que Kalita est une arnaque? Est-ce que Swapiti est une arnaque? Donc, moi, je pense que ce n'est pas des projets qui sont importants, mais ce qui doit suivre ces projets. Effectivement, qu'à l'État soit petit, on ne peut plus compter sur ces barrages-là. Il faut trouver des alternatives. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Dans un monde médiatique,
Merci de nous retrouver encore sur Kavi Média et l'ensemble des réseaux que vous soyez de Conakry ou de l'intérieur du pays, voire sur le continent. Vous êtes sur Kavi Média qui vous permet de savoir le développement qui se passe dans notre pays. Et comme vous l'avez compris, dans ce studio, nous avons nos différents chroniqueurs. Mohamed Ba, bonjour. La pluie encore a fait quelque chose chez vous ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous en quelques secondes. Bon, vous savez, nos ingénieurs aguerris ont tellement bien travaillé sur Conakry que quand il pleut, il est tellement facile, pour ne pas dire difficile, de circuler. Parce qu'il y a des endroits carrément où l'eau prend le pouvoir et c'est difficile de passer. Quand on vous dit aussi de ne pas jeter partout les ordures, c'est ça aussi les fossés. Vous êtes obligé de vous arrêter jusqu'à ce que tous les eaux ces eaux de ruissellement là et puis s'évacuent pour que vous puissiez. Yaya Diallo, bonjour. J'espère que vous allez bien. Vous. Bonjour Mohamed. Ouais, plus ou moins bien. Pas tellement bien. Absolument, la santé, ça commence à lâcher, mais bon. Accrochons-nous, ne lâchons pas prise. Devant l'impossible, nul n'est tenu. Nul n'est tenu, mais on fera le maximum pour ne pas lâcher prise. Ouais. Tanou, bonjour. Bonjour. Comment ça va notre grand reporter, l'homme de terrain de tous les jours? J'espère que vous allez très bien. Bah oui, ça va, alhamdoulilah. Ça va bien. Et alhamdoulilah. Ça n'a pas l'air. Hein. Eh ben voilà. Non, ça n'a pas l'air, c'est vous qui le dites, mais je suis sûr que lui, l'énergie qui est là en lui, et ça déborde tous les jours et on sait ce que cela veut dire. Et parlant d'ailleurs de Tanou, la raison fondamentale de votre présence dans ce studio, le gouvernement et ses partenaires pendant cette saison des grandes pluies, je le disais tantôt, se retroussent les manches, enfilent les bottes et des imperméables pour la mise à terre symbolique de 2200 plants d'essence locales et utiles pour renforcer le couvert végétal. Vous avez assisté cette semaine au lancement de la campagne de reboisement 2024 du côté de Tondon. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela avant que nous essayions de présenter votre reportage sur le site? Merci beaucoup, monsieur Mohamed Ba. Il faut dire que cela s'est passé la semaine passée. Je crois que c'était le 10 juillet. Voilà. Comme vous le savez, le département qui est chargé de ça, c'est bel et bien le ministère de l'Environnement et du Développement durable à sa tête. Dame Djami Diallo. Donc cette fois-ci, c'est la sous-préfecture de Tondon qui a été choisie dans l'Abaya, pardon, qui a été choisie pour... Tout ça, c'est dans la préfecture de Dubreka. Dans la préfecture de Dubreka, il faut bien le signaler. Oui. Mais bon, c'est pas trop loin de Kindia aussi, hein, puisque de toutes les façons, Dubreka aussi relève de la région de Kindia. Donc c'est les berges du bassin du fleuve Concouré qui ont été choisies pour abriter le lancement de cette campagne. La raison, elle est simple. Vous savez, c'est à partir de là que les deux barrages, soit Piti et comment on appelle l'autre barrage, Kaleta, sont fournis en eau. Et le constat est que le niveau de l'eau a vraiment beaucoup baissé. Et quand vous arrivez sur les berges de ce bassin-là, tout ce qui vous frappe tout de suite, c'est que vous n'avez pas des arbustes qui dépassent un enfant de 5 à 6 ans. Pour vous dire que tout a été coupé et il n'y a aucune petite forêt qui tourne autour, quoi. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont choisi cet endroit-là pour planter, selon les explications qui nous ont été données sur place, 2500 plants. Ok. Et dans ce cadre-là, vous étiez sur le terrain. Est-ce que vous avez eu le temps d'aller voir vraiment la quantité d'eau, le niveau d'eau? Est-ce que juste c'est au niveau de la forêt de reboisement qu'on vous a fait visiter? Vous n'avez pas été pour constater de vous-même s'il y a de l'eau ou pas? Parce que la saison des pluies, depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, on a de l'eau. Le constat. On parle des berges là, on était un tout petit peu loin des barrages. Okay. On parle des berges, donc au niveau du bassin, même pas au niveau des deux barrages en fait. Donc les techniciens disent que l'eau a vraiment baissé de ce côté, quoi, parce que l'endroit choisi pour mettre les plants sous terre, je crois, c'est à quelque chose de 20 mètres des berges, pour vous dire que voilà, si d'habitude l'eau avait l'habitude de venir jusqu'à un certain niveau, cette fois-ci l'eau a vraiment régressé. Et ça, l'inquiétude, la grande inquiétude du département de l'environnement aujourd'hui, c'est quoi? C'est que dans les précédentes éditions de cette campagne de reboisement, ce qu'il n'y avait pas
de suivi. Le suivi n'existait vraiment pas. Quand on plante, on n'est pas rassuré par la suite si vous voulez, de la viabilité de ces plants qui ont été mis. Donc, chaque année, on entend parler de des campagnes de reboisement, mais pratiquement, on met les arbres là, et on l'abandonne, on attend l'année prochaine pour venir encore. Et là, de surcroît, on a soutiré ça de la bouche de qui, vous savez, le secrétaire général du département, c'est pas possible. Monsieur Samoura. De l'environnement. Voilà, docteur Karim Samoura. Donc, il n'y avait pas autre chose à dire parce que c'est la personne la mieux indiquée. Après, voilà, c'est pourquoi même je vais vous poser la question de savoir, par rapport à cette cérémonie de lancement, est-ce que vous avez vu ce sérieux qui l'a caractérisé? Oui, quelque part, il faut le dire quand même, on a vu le sérieux parce que cette fois-ci, c'est la ministre elle-même qui a parlé de contrat, les deux ministres. Ministre de l'Environnement et de l'hydraulique, parce que les deux toutes les façons sont concernés par cette question, cette question d'environnement, de changement de climat. On est parti sur la base, pas de forêt, pas d'eau. Pas d'eau, pas d'électricité, pas d'électricité. Vous comprenez bien le triangle là. Donc l'autre chose, c'est que la ministre l'a dit, il faut un contrat aujourd'hui entre le département et les ONG locales qui évoluent à la base pour, si vous voulez, contrôler, suivre la vie de ces plants qui ont été mis sous terre. Autrement dit, on peut parler de création d'emplois verts. Merci beaucoup. Justement, au-delà de ces ONG, quel est le niveau d'implication des citoyens à la base? Des citoyens à la base, voilà, ils ont essayé, si vous voulez, de faire comprendre à tout le monde qu'il est concerné, parce que les citoyens de Tondong, ils l'ont dit que la chaleur qu'ils ont ressentie cette année, de leur vie, ils n'ont jamais vécu ça. C'est la première fois. Incroyable. Donc, ils sont les premiers à être concernés. On a parlé, si vous voulez, de coupe de bois, le charbon, l'usage du charbon de bois, la déforestation, c'est qui coupe les grands arbres pour en faire des plantes. Vous savez, il y a un trafic qui ne dit pas son nom autour des grands arbres. On a parlé tout récemment avec des containers, plus de 400 containers retournés du côté de la Chine. Voilà, justement à ce niveau. Et le c'est que c'est quoi? Vous savez que ces populations à la base, les citoyens dans ces villages, n'ont pas autre source de revenus que le travail de la terre. Et pour travailler la terre, il faut défricher les champs. Et quel mécanisme il faut encore mettre en place? Mettre le feu. Voilà, ils sont obligés de mettre le feu. Tu mets le feu, tu brûles la forêt. Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui pour permettre à ces gens-là de vivre? Parce que il faut vivre, il faut se nourrir, il faut manger. Mais s'il n'y a pas une autre alternative, ils sont obligés de le faire. Je suis vraiment désolé. Ça, il le faut, c'est leur quotidien, c'est ce qu'ils ont toujours exercé comme activité pour survivre, pour subvenir aux besoins de l'ensemble de la famille. Je pense que c'est super intéressant de pouvoir, d'insister ce travail au niveau de Caleta ou de Swapiti, parce que depuis plusieurs mois, plus de 5 mois maintenant, qu'on parle de crise d'électricité à Conakry, et ce qu'on entend toujours, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau. Et d'eau, le cycle venait de reprendre. L'eau, c'est vraiment la végétation. S'il n'y a pas de végétation, on ne peut pas parler d'eau, et si on ne peut pas parler d'eau, l'électricité, il ne faut même pas y penser. Mais alors, est-ce qu'il y a eu d'autres engagements de la part de ces différents responsables à la tête du département, que ce soit de l'hydraulique ou de l'environnement, en ce qui concerne le suivi de ce reboisement? Parce qu'il ne suffit pas de faire de reboisement, mais il faut suivre, il faut entretenir afin de voir ces arbres progresser, grandir et garder l'humidité tout au long des berges. Voilà, M. Ba, dans les coulisses, moi je peux pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé, l'engagement au niveau des reporters, avec vous, ce qu'ils vous ont dit sur le terrain, ce qu'on a senti. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Parce que chaque année on assiste, on est là, quand ils font ces campagnes, on est toujours à côté d'eux, les journalistes. Mais cette fois-ci, est-ce que vous avez senti un engagement particulier en tant qu'observateur? Bon, ça va être un peu difficile de répondre à cette question dans la mesure où nous-mêmes, on ne se déplace pas souvent pour aller faire le constat, parce que il ne faut pas se fier à ce qu'on nous dit là. Et les impactés, si vous prenez les impactés de ces barrages de Swapiti et de Caleta, vous savez, il y a eu des déplacés. Ils étaient sur place, ils ont pris l'engagement. Ce sont ces ONG locales-là qui seront impliquées, qui auront leur contrat avec le département. On va vous interrompre juste pour quelques minutes, le temps pour nous de visionner ceux qui sont à la télé ou d'écouter à la radio votre reportage. Vous étiez avec ces ministres sur le terrain. Vous allez nous dire ce qui s'est passé réellement sur le terrain.
Diamy Diallo a annoncé plusieurs mesures pour la restauration du couvert végétal. Ces mesures s'imposent pour faire face au changement climatique qui sévit en Guinée. Le reverdissement de nos villes par des plantations linéaires le long des routes, ainsi que l'aménagement et la valorisation des forêts urbaines et périurbaines. En collaboration avec le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et les écoles, et comme évoqué un peu plus tôt par mon homologue de l'énergie, nous comptons faire revivre la loi FIA avec les mots d'ordre suivants. Une naissance, un arbre, un anniversaire, un arbre, un mariage, un arbre. Je ne parlerai pas des événements malheureux comme les divorces. Un anniversaire, un arbre est une initiative de l'ONG Agir contre le réchauffement climatique. Depuis plus de 5 ans maintenant, elle invite chaque citoyen à planter un arbre à l'occasion de son anniversaire. Une initiative qui porte ses fruits dans la forêt de Kakimbo où Aliou Diallo a appris ces mesures prises par la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Là, nous sommes carrément sous cet arbre-là qui a été planté à l'occasion des anniversaires. C'est le premier arbre qu'on a planté ici en novembre 2018. Et il faut le rappeler, il a été planté par un de nos amis qui se nomme Sekou Amadou Tidjane Diallo, qui l'avait planté en novembre 2018. Et c'est à partir de là, maintenant, tout a débuté. Si ce challenge est aujourd'hui repris par le ministère de l'Environnement pour que cela soit inscrit parmi les actions à mettre en place prochainement pour lutter contre le changement climatique, pour lutter contre la dégradation de l'environnement. Donc on ne pourra qu'être satisfait de cette annonce-là et nous espérons en tout cas que cela soit une action continuelle afin que vraiment ce challenge-là continue vraiment à survivre pour vraiment le bonheur du climat, pour le bonheur de notre environnement. Voilà, nous avons suivi le premier élément. Il y a 2 éléments qu'on pourrait suivre d'ici la fin. Le premier que nous avons déjà, on parle d'un anniversaire, un arbre, c'est ça, ou un plan? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi ça? C'est guinéen ça? Ça sort d'où? Voilà, vous avez entendu la ministre tout à l'heure, bien avant, si vous avez prêté attention. Lorsqu'elle a tenu son discours dans la maison des jeunes de Tondong, elle a annoncé certaines mesures prises par le département par rapport à la restauration du couvert végétal. Il y a cette mesure, un anniversaire, un arbre, une naissance, un arbre, mais aussi des événements malheureux, par exemple les cas de divorce et autres. Mais bon, je crois que là, c'était un peu de l'ironie où on a dit aux camarades s'ils veulent et les Diallo, il faut préciser voilà, aussi. justement, s'ils veulent divorcer, de planter 43 arbres avant de divorcer. Donc, voilà, le reportage, vous avez vu le jeune Aliou Diallo, il appartient à une ONG qui milite, qui encourage les Guinéens de planter des arbres, c'est-à-dire à chaque anniversaire, au lieu d'aller dans des hôtels, dans des restaurants et tout, allez-y, payez des plants, il faut les mettre sous terre et il faut les suivre. Là, nous sommes dans la forêt de Kakimbo où ils ont pu planter plus de 800 et quelques arbres, je crois, de ce qu'il m'a dit. Donc là, ils étaient vraiment contents que leur initiative, un anniversaire, un arbre, soit repris par le département en question pour dire que voilà, c'est parmi les mesures qui ont été annoncées pour la restauration de notre couvert végétal. Oui. Mais dans ce cadre-là, comment cela pourrait être transformé? C'est vrai qu'on propose au département de l'environnement. Est-ce que ce n'est pas possible de transférer ça directement à la population, d'en faire une activité? Voilà. En tout cas, de tous les jours. La complication que c'est pas contraignant. Si vous célébrez votre anniversaire et que vous ne plantez pas un arbre, il n'y a rien qui suit après pour vous sanctionner ou pour vous dire de payer des amendes. Ça va être difficile de contrôler tout ça. Oui. Mais le bon sens voudrait quand même que si vous vous rappelez de la loi cadre de FRIA par exemple. Oui. Donc cette mesure même aussi a été annoncée par la ministre. À chaque naissance, il faut planter des arbres. C'est vraiment intéressant pour la restauration du couvert végétal. Ça y va dans l'intérêt du pays. D'accord. Mais ça, est-ce que c'est possible à Conakry, chaque fois qu'on parle d'anniversaire, de naissance, qu'on plante des arbres à Conakry?
C'est quelque chose qui avait déjà commencé à germer, il faut le rappeler, il faut le préciser. Je me rappelle à un moment donné avec soit cette ONG ou une autre ou d'autres ONG dans ce sens-là avaient quand même révolutionné un peu. Je ne veux pas couper l'appétit des téléspectateurs, des auditeurs. Nous avons le deuxième reportage, ça va nous permettre de pouvoir cerner l'ensemble de ces éléments et enfin libérer Tano qui a des reportages pour nous sur le terrain. Nous allons suivre ce deuxième reportage qui s'est passé le 10 juillet dernier du côté de Tondon. C'est les berges du bassin du fleuve Concouré dans la sous-préfecture de Tondon qui ont été choisies pour le lancement officiel de la campagne de reboisement de cette année. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, accompagnée de son collègue de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, ont donné le ton. Leur présence sur place explique l'importance du reboisement dans une Guinée secouée par le changement climatique et le manque d'énergie. Nous observons une grande déforestation de ces berges et c'est la raison pour laquelle cette année la campagne de reboisement se focalise très particulièrement sur les berges des cours d'eau et les têtes de source. Cela également pour adresser la question liée à l'énergie. Pendant que le gouvernement est à l'œuvre pour des solutions urgentes et immédiates pour résorber le manque d'électricité actuel. Nous travaillons également sur des solutions à moyen et long terme qui passent nécessairement par la reforestation des berges des cours d'eau. Aujourd'hui, moi je suis très satisfait et je remercie toute la direction de l'environnement, son ministère, pour avoir débuté cette campagne par les berges du Concouré. Dans la mesure où, s'il n'y a pas d'eau, je l'ai dit aux Chinois quand j'étais il y a cela 2 semaines là-bas, que dans 10 ans, si rien n'est fait, ce barrage ne servira plus à rien. Et je réitère ce cri de cœur. Aujourd'hui, nous sommes en guerre et c'est contre nous-mêmes, parce que c'est nous qui avons détruit la nature. Si on ne fait pas attention, si on ne prend pas garde, dans 15 ans, 20 ans, nos enfants n'auront que leurs yeux pour pleurer. Les espèces de plants retenues pour la campagne nationale de reboisement 2024 s'adaptent mieux aux conditions climatiques de la Guinée. Les espèces qui ont été retenues, ce sont des essences locales. Les essences locales, nous avons mis le lingué, c'est-à-dire Abselia africana, le Daniela oliveri et le Parkia biglobosa. Donc ces essences ont été choisies parce que les conditions édapho-climatiques, les essences s'adaptent mieux. On a pensé qu'il fallait mettre les essences locales qui évoluent mieux. Les citoyens de Tondon ont été fortement impactés par la forte chaleur de cette année. Ils s'engagent désormais à suivre et entretenir ces plants pendant leur processus d'évolution pour le bien des Guinéens. Nous allons veiller à ce que ces arbres plantés-là soient bien entretenus, s'élèvent très bien comme si c'était nos propres enfants. Il faut dire que nous sommes conscients que sans ces arbres-là, forcément, on n'est pas loin de la sécheresse. Et avec sécheresse, il n'y aura pas d'eau dans le fleuve. Avec ce manque d'eau dans le fleuve, nous risquons de perdre tous les barrages qui sont réalisés dans le bassin de Concouré. Cette opération de reboisement est à sa 3e édition. 2500 plants ont été mis sous terre ici sur les berges du bassin du fleuve Concouré, à Tondon. Voilà, nous venons de suivre avec intérêt et on sent l'environnement qui est là. On se rend compte que pratiquement ces berges, il n'y a pas d'arbres, c'est à découvert complètement. À peine si on peut se dire même s'il y a des arbres qui arrivent à la taille des enfants de 7 ans, comme tu l'avais dit, Tano. Eh bien voilà, c'est le constat. Ça se voit sur le terrain, ça se vérifie. Il y a rien plus de 600, 700 mètres de loin, on voit tout est vide. On a l'impression qu'on est à la plage quelque part. On a l'impression qu'on est à la plage. Ça devrait nous inquiéter. C'est une grande inquiétude, c'est une grosse inquiétude. Vous avez vu, c'est les berges là. Vous avez vu le bassin du fleuve Concouré. Il y a presque rien. Il n'y en a pas. À peine la seule différence avec la savane, c'est parce que ici il y a la verdure.
En Haute-Guinée, ce n'est pas la verdure, mais pratiquement c'est la savane. Alors qu'ici, on voit que vraiment il y a un tout petit peu de verdure, il faut un tout petit peu de verdure, s'il faut le dire, connaissant qu'on est vraiment des périodes de grande pluie. Et ce bassin-là, il n'est entouré que de champs. Et on disait, il rappelait tout à l'heure que pour faire les champs, il faut couper, il faut défricher, il faut brûler. Ouais, d'accord. Yaya, avant de libérer Tanou. Oui, avant de libérer Tanou, je crois que c'est important qu'à les places de chez Charles, qu'on essaie de mettre en place des actions qui peuvent effectivement appuyer la communauté à la base pour pouvoir complètement essayer de vivre. Maintenant, il appartient au gouvernement ou des ministères là de trouver effectivement ce qui pourrait par endroit permettre à ces différentes communautés-là de vivre, pour ne pas dire abandonner l'agriculture, mais minimiser effectivement l'agriculture, parce qu'on s'en rend compte que ce qui a affecté négativement, disons, tout au long de ce bassin-là. On s'en rend compte effectivement, il y a les traces du feu de brousse, il y a quelques champs aussi qui sont à côté. Donc je crois que c'est important. On l'a dit ici, et je crois que c'est important par endroit qu'on essaie de moderniser l'agriculture, ce qui pourrait effectivement minimiser tout ce que nous sommes en train de vivre là aujourd'hui. En regardant comme on appelle ces différentes images, si la saison des pluies continue comme ça, les herbes qui sont en train de progresser, dans 3 mois également, ces petits plants qu'on vient de mettre là pourraient être engloutis par des mauvaises herbes aussi. Ça aussi c'est notre problème. Et si les conditions ne sont pas prises pour bien entretenir ces plants, l'année prochaine on sera encore là pour planter 2400-2300 plants. Bon, officiellement, on parle d'une troisième édition. Oui. Officiellement. Mais parce que moi, j'ai dit officieusement, il y avait d'autres organisations qui le faisaient bien. Parce qu'il faut aussi le rappeler, il y a la filière bois à chaque année qui procède quand même à des campagnes de reboisement à travers le pays à chaque année. Et cette filière. Il y a des entreprises privées quand même qui font la même chose au-delà du ministère. Vous comprenez, c'est pourquoi ça m'étonne d'entendre que c'est une troisième édition. Vous comprenez combien de fois que c'est-à-dire aujourd'hui que la restauration du couvert végétal n'entre pas assez dans les plans, c'est-à-dire de nos dirigeants, et surtout parce que là, il me dit que le troisième édition, cela veut dire les 3 ans du CNRD, 2022, 2023, 2024, 3 ans. Pourtant bien avant cela, il y avait quand même des campagnes de reboisement. Je me rappelle bien que j'ai assisté à beaucoup de campagnes de reboisement depuis, disons, 2016, 17, 18, 19, 20, bien avant que le CNRD soit là. Mais au fait, le problème, c'est où? Ce n'est pas parce qu'on manque de volonté d'enfoncer ou de mettre en terre. Écoutez, je vais juste... Au fait, c'est que ce qui se passe aujourd'hui chez nous, souvent, vous avez des plans qu'on met en terre, mais il n'y a pas de suivi. Le véritable problème, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Chaque année, c'est des superficies, c'est-à-dire des hectares qui sont reboisés. Mais c'est qu'à la fin, il n'y a pas de suivi et on retourne encore à la case départ. C'est ça le problème. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut combattre. Si on essaye de combattre, c'est-à-dire la coupe, le transport, le trafic du bois, c'est qu'il faut aussi combattre cette mauvaise habitude-là qui nous amène souvent à cette question de sécheresse, cette question de déboisement, tout et autres là. Parce que je me dis, à un moment donné, il faut quand même qu'on prenne conscience de tout ce qu'on fait avec cette agression de la nature, parce que ce sont des actions anthropiques, il faut le rappeler, c'est des actions que l'homme même pose au quotidien contre la nature, c'est ce qui nous amène à tout cela. Oui. Maintenant, voyons par rapport à ces berges, c'est ce qu'on appelle des sources, des têtes de sources. Et souvent, c'est là il faut venir reboiser. Et je me dis que ce n'est pas une première, ce n'est pas une deuxième. Et si on ne prend pas des mesures qu'il faut pour que le suivi soit là. Les prochains gouvernements aussi pourraient faire table rase sur l'ensemble des différentes éditions dont le CNRD est en train de parler. Ils vont dire aussi c'est la première édition en 2030, 2031, 2032, première édition toujours. Parce que j'essaie une chose.
rien n'a été entretenu pendant. C'est une chose, l'ancien directeur national des eaux et forêts ne sera pas content d'entendre que c'est la 3e édition, parce que quand même avec ce gouvernement-là, je parle du gouvernement d'Alpha Condé, il y a eu quand même des campagnes de reboisement, mais c'est que le manque de suivi. Exactement, c'est ce que je veux dire, parce que quelque part on va dire qu'alors il n'y a pas eu de reboisement, parce que si on se trouve aujourd'hui à des parties complètement dénudées, il n'y a rien, cela veut dire qu'il n'y a jamais eu d'édition. Les précédentes éditions, qu'est-ce qui a été fait pour entretenir ces plantes? Je vous enlève juste au niveau de ces berges-là, je vous envoie à Kabak. Vous allez voir, constater au niveau des Fouricarias. De Fouricarias, évidemment, ce qui se passe aujourd'hui. Non, là-bas c'est autre chose, parce que là-bas, avec la montée de l'eau, c'est que ça veut dire que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, la population de ce côté-là, presque plus de zones rizicoles. La population, oui, n'a plus de zones rizicoles. Et pourtant, Kabak en avait beaucoup. Donc aujourd'hui, Kabak n'a plus de zones rizicoles. Donc ça veut dire aujourd'hui que l'urgence à la matière est là. C'est que le besoin d'intervenir ne fait que s'agrandir. Ça c'est clair, c'est une évidence. Juste moi, ce qu'il faut dire, c'est que la population à la base doit aussi en tenir compte, parce que c'est une question de vie. Ça va au-delà des actions que le gouvernement entend mettre en place. C'est une question de vie, donc comme telle, elles doivent pouvoir prendre en compte tous ces aspects-là, cesser d'agresser la nature, quelles que soient les formes. Je crois que c'est important. C'est pourquoi on l'a dit ici, de part et d'autre, chacun a un rôle à jouer. L'État de trouver des alternatives pouvant permettre à ces citoyens-là de cesser, disons, de défricher chaque année, disons, c'est la forêt. Et pour le faire, il faut effectivement mécaniser l'agriculture et pourquoi pas aussi impliquer, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. L'ancienne ministre de l'Environnement, elle en avait fait au niveau des Dubreka. Où en est-on avec cela? Je crois que je ne joue pas au Cassandre, mais si vous y êtes, vous vous rendez compte effectivement que ça s'est arrêté juste après des jours de campagne de reboisement et puis finalement il n'y a pas de suivi. Mais hier, donc c'est des milliards qu'on a engloutis sans pour autant qu'on ait. Un temps, c'est vrai qu'on parle de reboisement, on parle de déforestation, mais le président, j'ai l'impression qu'il avait voulu anticiper en souhaitant qu'on utilise beaucoup plus de gaz dans les foyers que de continuer à utiliser le charbon de bois. Ça dépend, c'est le pouvoir d'achat de Guinée. Est-ce qu'on est arrivé à ce stade-là? Si c'est subventionné, ça peut être... Il suffit seulement de... Oui, enfin, on verra effectivement. C'est une question de culture, hein? Absolument. C'est une question de culture. Mais je crois que c'est à un certain niveau. Je suis des qui pensent que aujourd'hui, au regard de ce que nous vivons aujourd'hui, et nous connaissons le poids du pouvoir d'achat du Guinéen, je crois qu'à ce stade-là, on peut trouver d'autres alternatives, mais je crois qu'à ce stade-là, on n'est pas arrivé à ces niveaux-là. Parce que tout simplement... un sac de charbon, je crois, à Conakry, sauf si je me trompe, c'est 50 000 francs. Et ce sac, dans des familles, ça ne peut pas faire 1 semaine ou 2 semaines. Et des bouteilles de gaz, à ma connaissance, pourraient coûter quelque chose de 100 000 francs, voire moins. Et ça peut vous faire 1 mois. Si cela avait continué, que cette annonce ne s'était pas arrêtée ou ne s'était pas limitée que dans le discours, ça nous aurait quand même épargné de beaucoup de choses aujourd'hui par rapport à cette agression de la nature, de l'environnement, parce que aujourd'hui il y a, comme je le disais tantôt, il y a vraiment une urgence en la matière pour qu'on intervienne, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que nous parlons beaucoup de ce manque d'électricité, de cette crise voilà, dans le secteur énergétique, mais il faut aujourd'hui aussi, c'est-à-dire sensibiliser cette population-là par rapport à la restauration du couvert végétal. Je crois que c'est très important. Ça remonte quand la dernière fois que tu as planté un arbre, toi? J'ai assisté à des lancements de campagne. Peut-être que le papa a un moment l'avait obligé de quelque part. Peut-être ça n'a jamais été le cas. Non, mais je l'ai fait, je le fais. Ça remonte quand? La dernière fois que je l'ai fait, c'était lors de la fête de Tabaski, récemment quand je suis parti au village. Qui est témoin? Si. Qui est le témoin? Ma famille est témoin. D'accord. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. Ce qui reste clair aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agit pas à chaque fois d'assister à des campagnes, à des lancements, des campagnes de reboisement. Mais campagnes d'entretien, de suivi. Des campagnes d'entretien, de suivi, c'est-à-dire à chaque fois de s'évaluer, de s'auto-évaluer, de savoir où on s'était arrêté l'année dernière, où on doit commencer et jusqu'où on doit aller. Il ne s'agit pas aussi seulement de procéder à
au reboisement, c'est-à-dire des superficies, dire non, on a reboisé cette année 100 hectares, 200 hectares, 300 hectares, on a enfoncé en terre 1000 plans d'essence, c'est-à-dire local, tout et autres là, ça n'a pas d'importance tant qu'on ne se lève pas, tant qu'on ne se dit pas, tant qu'on ne prenne pas conscience de cette agression et tant qu'on ne fait pas, c'est-à-dire de ce suivi-là, une priorité. Parce que je vous le rappelle, par rapport à l'île de par rapport à Kabak, par rapport à d'autres coins de la Guinée, il y a eu quand même des financements, des partenaires à un moment donné, en 2020, 2019, mais c'est qu'il n'y a pas eu de suivi par rapport à la restauration du couvert végétal. Ça se passe comme ça. Souvent, on obtient des financements et finalement... Utilisés à d'autres fins. Même pas utilisés à d'autres fins. Parfois, on peut utiliser, c'est-à-dire ne serait-ce que quelques parties ou une partie de ces fonds qui nous sont souvent alloués, mais c'est que ça, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi et on revient encore à la case de part. Donc c'est comme si c'était un éternel recommencement. C'est qui est malheureux. Moi je me rappelle, j'ai suivi des documentaires ailleurs. Quand tu prends l'Indonésie par exemple, si tu vois des citoyens isolés, des individus qui n'ont, on ne dira pas qu'ils n'ont rien à voir avec l'État, mais qui sur leur propre initiative ils cherchent des plans au niveau de la mangrove par exemple, qui a été détruite pendant un bon bout de temps de ce côté. Ils plantent, ils suivent et ça donne une très grande forêt. Et voilà, les poissons peuvent venir se reproduire là. Et là, c'est des initiatives isolées. Mais est-ce qu'en Guinée aujourd'hui, on a quelqu'un qui puisse prendre cette initiative sur lui-même et sans attendre quelque chose de quelqu'un? Parce que moi, je me dis aussi qu'il y a la responsabilité du citoyen lui-même. On le dit souvent, avant de demander à l'État ce qu'il fait pour toi, demande-toi ce que nous sommes capables de faire pour la nation. Ça, une chose, peut-être une dernière parenthèse, c'est le ministre Aboubakar Kamara de l'hydraulique qui a dit quelque chose qui a un peu capté mon esprit de ce côté, le jour du lancement de cette campagne de reboisement, ce qu'il a donné ce qui pourrait être une alternative par rapport comment on appelle, à l'occupation ou comment trouver des sources de revenus pour ces populations de ces localités par exemple. Il a donné l'exemple de la Chine. Il dit quand tu vas en Chine par exemple, il y a de grands barrages où dans ces localités-là, on fait de ces barrages, si vous voulez, des sites touristiques au même moment. Vous comprenez? Des touristes, des écotouristes peuvent venir, moyennant de quelque chose, ils viennent, ils visitent les alentours du barrage, mais ils payent quelque chose. En retour, cela permet à cette population-là de vivre. Même au niveau local, moi je pense, au niveau national, on peut créer cela. Bien s'organiser. Bien organisé, visite de 20 000, 30 000, 50 000 par personne. Je pense que par visite d'une trentaine de minutes, et surtout les week-ends, je pense que ça pourrait nous permettre d'acheter des plantes. Ça pourrait être bien payé. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait expérimenter. Nous avons quelques messages à lire avant de passer sur le prochain sujet. Nous, on n'est pas prêt à vous libérer parce que vous avez une vision globale. Nous allons parler de l'intérêt que la communauté internationale est en train de porter sur la situation sociopolitique du pays. Vous êtes souvent des éléments sur le plan international. Jean-Luc Mélenchon qui s'intéresse à la situation des jeunes Fonike Mengue et de Biloba. Juste après ces éléments, on va revenir sur ce prochain sujet qui nous permettra de comprendre mieux. Réfléchissez et on sera là avec vous. Le message, vous nous écrivez sur le 629 95 67 67. Je reprends. SMS seulement 629 95 67 67. Bonjour le PM. Attention, il ne faut pas que vous me créez des problèmes au niveau de Baouri. Bon, le PM et à l'équipe des chroniqueurs. Et bonjour chez moi à Diguel. C'est dans Mitida là-bas. Une belle initiative à suivre pour la restauration du couvert végétal et aussi appeler aux organisateurs d'élargir cette initiative vers les régions et dans tous les coins recoins de la Guinée, sans exception et plus loin, adopter une politique de répression vis-à-vis de ceux-là qui s'amuseraient à minimiser ces actions, surtout nos dirigeants qui, à un moment donné, se permettent de mettre des actions et aussi collaborer avec des personnes mal intentionnées pour mettre dans l'eau des efforts consentis de certains individus
Alpha Zidane Diallo depuis Kiroti. On le disait tantôt, avant de continuer, je crois qu'il faut enchaîner directement sans transition parce que le temps nous veut nous quitter maintenant, mais c'est pas tous les jours qu'on a la chance de vous avoir dans ce studio. On parle de la situation sociopolitique de notre pays. On a vu que les États-Unis se sont prononcés là-dessus récemment. C'est le patron des Insoumis du côté de la France, un mouvement politique qui est en train de faire son chemin du côté de la France, qui arrive, ils n'ont pas fini de régler leur problème des élections législatives. C'est la situation guinéenne qui intéresse aujourd'hui les politiciens français, en la personne de Jean-Luc Mélenchon, qui demande aux autorités du pays, de la Guinée, vraiment d'arriver à faire quelque chose, de libérer Fonike Mengue et Bilo, mais aussi de permettre une bonne communication entre les Guinéens. Qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui qu'on parle de la Guinée comme ça aujourd'hui, Tanou? Voilà, moi, Jean-Luc Mélenchon, sa sortie là, je ne l'ai pas suivie, c'est tout à l'heure que je l'apprends. Oui. Mais pour ce que je sache de Jean-Luc Mélenchon du côté du Parti des Insoumis en France, vous savez déjà qu'il appartient au Front Populaire qui a remporté... Il est dans le sang, c'est un communiste dans le sang, il ne faut pas oublier voilà, aussi. Qui a remporté les législatives, qui heureusement a permis à Macron de ne pas voir le Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella monter, et puis voilà, comme c'était au premier tour de remporter ces législatives. Il faut dire que Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'Afrique. Il dénonce souvent, si vous voulez, cette histoire de France-Afrique et tout ce qui touche à l'Afrique, les questions d'intérêt général, il les traite. Donc, je ne suis pas surpris, connaissant Jean-Luc Mélenchon, de la façon dont il réagit par rapport, si vous voulez, aux questions de droits de l'homme ou aux questions d'injustice et d'inégalité. Donc, ça ne m'étonne pas quand ça vient vraiment de Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, c'est souvent la grande gueule, Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, bien sûr. Ça, il ne fait pas de cadeaux. En tout cas, aux politiciens de droite le plus souvent en France, il ne fait pas de cadeaux. Mais aujourd'hui, cette situation, comment on pourrait nous aussi nous intéresser plus si de l'extérieur, on a une vision globale? Cela veut dire que c'est intéressant, c'est préoccupant. Et nous autres, à l'interne, qu'est-ce qui doit être fait pour ne pas qu'on arrive vraiment à un point de non-retour? Voilà, je me dis que, vous savez, le monde, il est grand et petit au même moment. Ce qui se passe en Guinée est connu d'ailleurs, parce que de toutes les façons, vous ne pouvez pas carrément aujourd'hui empêcher les gens de s'informer. Chacun, à travers ses canaux, s'informe. Donc, si Jean-Luc Mélenchon s'est intéressé à la situation guinéenne, c'est pour dire qu'il suit cette situation de très près, ou si ce n'est pas lui personnellement, mais on lui remonte de toutes les façons des informations. Je rappelle que c'est sur sa page Twitter anciennement X, Twitter anciennement X, l'inverse. Donc cela ne doit pas inquiéter ou je sais pas surprendre les Guinéens. Fonike Mengue, c'est pas n'importe qui aujourd'hui. Il est connu un peu partout à travers le monde, ne serait-ce à travers les actions qu'il a menées avec le FNDC au temps du Alpha Condé. À travers ces arrestations rocambolesques, extraordinaires, spectaculaires. Voilà, qu'on ne souhaiterait pas que quelqu'un subisse, parce que la violence, vous avez vu l'arrestation, je crois, dont il a fait l'objet avec Gianni Alpha. Avec les Gianni Alpha et tout. C'est vraiment regrettable là. Moi, je préfère qu'on laisse tout ça à la justice, parce que c'est des simples citoyens qui quand vous les convoquez, vous déposez une plainte, tout de suite, ils répondent, parce qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Et les avocats barreaux de Guinée aujourd'hui aussi comptent faire une réaction par rapport à cette situation, parce qu'ils parlent de 6 arrestations, qu'on essaie de mettre la forme afin de voir pourquoi on les arrête, on leur reproche de quoi. On apprécierait beaucoup que cela se passe dans la forme vraiment légale. Je l'ai souvent dit, vous savez, Ibrahim Diallo, il a été convoqué ici, et lui, et Bilo, et Fonike, moi je les ai vus à la cour d'appel de Conakry ici. De simples citoyens qui ont répondu à des convocations où ils étaient opposés à Favou dans un procès, ou dans un autre, ils étaient opposés, je crois, à Charles Wright. Mais ils sont venus, ils ont répondu. Je crois qu'il faut mettre de la forme. Il faut humaniser la justice, si vous voulez.
Humaniser la justice. De toute façon, je ne sais pas, c'est qu'on peut d'essayer d'humaniser la justice. De votre côté, c'est bon, on peut le libérer. Vous avez un mot à dire avant que... Ouais. Parce que c'est pas tous les jours qu'on a un JRI dans le studio. Et ils ont tellement de trucs, ils sont dans tous les couloirs, dans tous les ministères, dans tous les débarcadères pour nous permettre d'avoir des informations fraîches qu'il nous faut pour satisfaire ces auditeurs et téléspectateurs. Oui. Merci beaucoup. Tanou, on pense merci que de m'avoir retenu pendant ce temps. Désolé, mais c'est pas tous les jours qu'on a la chance de vous avoir. Si on arrive à mettre main sur vous, on n'est pas prêt à vous lâcher. Merci vraiment d'avoir pris ce petit temps à notre compagnie et on espère vous retrouver très bientôt dans ce studio. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec vos messages, chers téléspectateurs et auditeurs. Salut les hommes de bonne foi. L'affaire de courant est devenue inquiétante et c'est déplorable. Hier, le siège DDG a été saccagé. On n'a pas cette information. Le siège a déjà été saccagé à Nongo et j'ai peur pour ne pas que ça explose. Signé Mamadou Saliou. Nous n'avons pas cette information. On va vérifier si c'est de la réalité. Salam à vous. Salam à vous, à mes parents de Dalabaditine, Djambouria, Dankama, dans mon village natal. Et un reboisement sans suivi, c'est juste pour gaspiller notre argent. Mamadou Alpha Djambouria Diallo depuis Koloma. 1000 merci au député sénégalais Sanya qui a rappelé à l'ordre. D'accord, Mamadou Alpha Djambouria Diallo. Prière de ne pas me laisser continuer à lire ce message Djambouria. On va continuer avec d'autres messages. Salut, nos autorités ont fui leur responsabilité parce que les gens détruisent la forêt pour en faire le commerce du bois et charbon. En même temps, pour la construction des maisons, paix à l'âme de Salif Supervé, Phoniqué ne doit pas se laisser manipuler par certains politiciens. Il est le modèle d'un vrai leader. Il doit créer son parti politique comme le PASTEF au Sénégal. La jeunesse doit prendre son destin en main. Aboubakar Ben Silla de Kountia à Magasin. Autre message ici. Bonjour, je suis ici à Gabari de la T6, la transition du général. Bon, ils doivent organiser les élections et libérer le fauteuil. D'accord, ici à Gabari, je pense que vous allez me comprendre. Je ne peux pas lire tous ces éléments à l'antenne. Ici, ce n'est pas évident. Et bonjour, vaut mieux sanctionner que reboiser. Vaut mieux sanctionner que reboiser. Damba Omar depuis Fria. Ah d'accord, depuis Fria. Vous aussi, vous pouvez nous écrire à travers ces différents ces SMS que les autres que 660 61 61 68. Vous pouvez continuer à nous écrire. On continue sur ce sujet vraiment hyper important. C'est cette sortie de Jean-Luc Mélenchon par rapport à cette situation de Phoniqué Mengue, de Biloba, en tout cas de la société civile. On a l'impression qu'il y a de l'éclair dans l'air. Bon, je crois que moi je dirais juste que c'est une mauvaise publicité pour notre pays. Qu'on parle de notre pays quand il s'agit quand même de piétiner un peu la démocratie, parce que quand on se réfère un peu à la manière dont ces activistes de la société civile ont été interpellés, je crois que c'est d'une manière peu orthodoxe quand même, il faut le rappeler.
ça, il faut aussi dénoncer que, parce qu'il il n'y a pas eu la forme qu'il fallait. Il suffit, c'est juste d'interpeller à travers une convocation en bonne et due forme pour dire voilà, vous êtes en conflit avec la loi, vous avez fait ceci, cela, notifier tout dans la convocation et puis peut-être suivre la procédure. Cela n'a pas été fait, il faut le rappeler, c'est juste brutalement, brusquement je voulais dire, et comme ça on a entendu que ces personnes-là se sont fait arrêter. On ne sait pas ce qu'on les reproche. Aujourd'hui, on ne sait pas où sont ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on les reproche? Est-ce qu'on devrait nous expliquer, en tout cas expliquer à la communauté, à l'opinion nationale et internationale, ce dont on reproche à ces messieurs, pour qu'on arrive à comprendre s'ils ont raison ou pas, s'ils sont responsables, en tout cas des bavures, on ne sait pas, parce que si on n'a pas d'informations, si on n'a pas d'explication de la part des autorités, nous avons vu l'accident qui s'est passé du côté d'Amdallah, oui, le porte-parole du gouvernement est sorti directement, il a donné des informations, mais par rapport à la situation de ces deux hommes, Fonike Mengue, on n'a aucune explication, aucune information, et personne ne peut nous dire. Et maintenant, place aux spéculations. Et cela ne fait que trop durer. Place aux spéculations, c'est malheureusement ce à quoi nous assistons aujourd'hui par rapport à ces interpellations-là. Je mets ça comme ça, interpellation, parce que les avocats parlent quand même de kidnapping, parce que si, je le disais à l'entame, il n'y a eu aucune notification, aucune convocation, cela a quand même trait à ce que ces gens-là dénoncent, même si je ne vais pas utiliser ce vocabulaire. Ce qui reste clair aujourd'hui par rapport à cette sortie de Jean-Luc Mélenchon, moi je réitère que c'est une mauvaise publicité pour notre pays. J'aimerais bien qu'on parle de la Guinée quand il s'agit du plan de développement, des actions à entreprendre aujourd'hui contre le réchauffement climatique, aujourd'hui contre la faim, la famine, tout ça. Il y en a pas, on n'a pas la famine chez nous. J'ai dit la faim et la famine, donc j'ai parlé de deux. Ça c'est vous qui le dites. Aujourd'hui, il faut juste se faire un tour au niveau de certains villages. Vous allez comprendre combien de fois qu'il est difficile pour certains citoyens d'avoir même un seul repas par jour. Je sais de quoi je parle. Donc, ce serait bien beau qu'on parle de la Guinée, c'est-à-dire de l'extérieur comme ça, mais parlant de la Guinée avec une justice qui serait un peu boiteuse, je crois que vraiment c'est une mauvaise publicité, et tout ce qu'aujourd'hui l'État guinéen devrait faire, la justice notamment, c'était de rectifier le tir et sortir publiquement, dire ce qu'on reproche à ces messieurs-là, dire vraiment pourquoi on les a arrêtés, on les a mis aux arrêts, et pour comprendre, pour permettre un peu à l'opinion de savoir réellement toutes les raisons de l'interpellation de Fonike, de la énième interpellation, il faut le dire, parce qu'on ne sait même pas aujourd'hui. On ne sait même pas aujourd'hui, cela fait combien de fois maintenant que ces messieurs-là se font arrêter. Et voilà, c'est vrai qu'il y avait quand même des symptômes d'une manifestation par rapport à l'ouverture, en tout cas quand même à la rouverture, parce que ces médias-là aujourd'hui sont fermés. Tout ce qu'on fait, les combats ou le combat, c'est comment ces médias-là vont rouvrir. Donc il y avait quand même un pan des discours de Fonike ces temps-ci, avec ces réunions par-ci, par-là, et d'autres organisations de la société civile pour la libération de ces médias-là qui aujourd'hui n'arrivent plus à émettre, qui sont, moi je le dirais, comme ça, en conflit avec l'État. Parce que pas avec la loi. Avec l'État, ça c'est comme ça, pas avec la loi directement, pas avec l'État, parce que c'est l'État qui les a fermés, même si on va me parler de tel, mais tout cela relève quand même du pouvoir de l'État. Donc aujourd'hui, je crois que il est temps de rectifier tout cela. Par rapport à cette sortie de Jean-Luc Mélenchon, je me dis juste que c'est malheureux, que ça ne devrait pas arriver, et ce n'était pas de cette façon qu'on aimerait quand même qu'on parle de la Guinée. Vous voulez dire par là que la mauvaise communication ne peut pas faciliter le développement d'un pays? Bon, je ne crois pas. Yaya? Écoutez, je crois que la situation de Fonike, de Bilo et de Mohamed Cissé s'internationalise depuis un bon bout de temps. C'est les Nations Unies, à travers sa rapporteuse, qui avait dénoncé, avait exigé leur libération immédiate il y a de cela 4 jours ou 5 jours. C'est au niveau de la sous-région, un peu partout, les défenseurs des droits de l'homme
ont dénoncé une arrestation extrajudiciaire et c'est ces caractères-là quand même qui inquiètent les uns et les autres. Nous sommes des citoyens et je crois que comme tel, chacun est justiciable. Donc, on n'arrive pas à comprendre comment se fait-il que 8 jours, jour pour jour, que jusqu'à maintenant là, on n'arrive pas à dire effectivement, et le parquet, le ministère de la Justice, encore moins l'État, à travers son gouvernement, n'arrive pas à nous dire effectivement de quoi reproche-t-on à ces 3, leaders du FNDC dissous. C'est quand même assez inquiétant parce que de toute façon, on ne parle plus d'une arrestation. On parle d'une arrestation, c'est quand on sait c'est à quoi on est reproché, on est interpellé. Donc si le motif n'est pas là, effectivement, on peut parler d'enlèvement, on peut parler de kidnapping, ça dépend de l'expression qu'on peut, attribuer à cela. Donc comme tel, on a créé une crise et qui continue effectivement à attirer l'attention des uns des autres. Jean-Luc Mélenchon, c'est une personnalité politique française qui, depuis un bout de temps, s'intéresse à ce qui se passe en Afrique ici. On comprend bien effectivement sa position politique parce que c'est quelqu'un qui prône, la rupture quant à la politique étrangère française, d'où le nom de son parti, les Insoumis. Donc ça sous-entend effectivement aujourd'hui, il va à contre-pied de tout ce que l'État français, à travers son gouvernement, est en train de mettre en place. Est-ce une façon de draguer aussi l'Afrique? C'est l'extrême de deux bouts. Si on parle de Front National à travers Marine Le Pen, de l'autre côté, l'extrême gauche, c'est comme on appelle Jean-Luc Mélenchon. Ah oui. Ouais, le communisme, quoi. Tout à fait. Donc c'est un peu cela. C'est pas sa première fois sous Alpha Condé, à travers la lutte contre le 3e mandat aussi, il avait dénoncé. C'est ça, c'était au Parlement. C'est au Parlement français qu'il avait dénoncé cela. Donc je crois que c'est pour autant dire qu'aujourd'hui c'est une situation qui attire l'attention du monde entier. Et Jean-Luc Mélenchon exige de l'État français parce qu'il a rappelé ici, l'État français est lourdement, je le dis expressément, une extension ce qu'il a dit, est lourdement engagé avec le pouvoir en place. Donc l'État français doit jouer un rôle. Il sait pourquoi il le dit. L'État français doit jouer un rôle pour qu'on puisse libérer ces gens-là et plus loin pour qu'on les protège parce qu'aujourd'hui on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc c'est pour autant dire que à l'interne c'est le barreau aujourd'hui qui va tenir une plénière extraordinaire aujourd'hui. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer parce que c'était un ultimatum que le barreau avait donné à l'État guinéen. Donc d'ici là, aucune communication officielle. On est amené à dire effectivement que le barreau prendra aujourd'hui de fortes dispositions. Est-ce que s'il s'agit là effectivement de dire à tous les avocats de ne plus, participer aux différents procès qui s'ouvrent dans notre pays ici, ce qui sous-entend effectivement il y a là, un boycott qui s'annonce dans le cadre de la tenue de ces différents procès qui se tiennent dans notre pays ici. Je crois que là, ça devient un véritable problème à l'interne parce que c'est l'appareil judiciaire qui va être complètement paralysé par le fait d'une chose dont on n'arrive pas et que l'État continue d'entretenir parce qu'aujourd'hui, c'est l'État qui devrait dire aux gens et aux autres, voilà pourquoi on les a arrêtés. Et c'est à l'opinion de juger effectivement si effectivement c'est justifié. C'est justifié ou pas. Si l'arrestation est fondée ou pas. Donc, on continue comme ça. Je crois que c'est important et ça donne libre cours à toutes sortes de spéculations, d'interprétations. Et je crois que c'est important que l'État puisse prendre sa responsabilité et au premier duquel le président général puisse effectivement comprendre que au-delà de tout, nous sommes des Guinéens. Ce sont des Guinéens. Il ne doit pas écouter des extrémistes qui gravitent autour de lui, qui cherchent à régler des comptes personnels avec ce qu'on considère par ailleurs des adversaires. C'est important parce que ça a été tous comme ça dans notre pays ici. Au nom du chef, on fait du mal, alors qu'en réalité, on met tout sur le dos du président. Alors qu'en réalité, on peut dire effectivement, il y a un certain nombre de choses qui se passent dans notre pays ici. Il ne sait absolument rien. Il est informé de ce qui se passe, mais à l'interne, dans les détails... Yaya, vous n'allez pas me dire que quand on est au sommet de l'État, il y a des informations capitales que vous ne pouvez pas être au courant. Je ne suis pas en train de dédouaner le président qui n'est pas au courant de l'arrestation, mais il y a de ces détails. Vous vous rappelez effectivement, sous Alpha ici, il y avait des arrestations qui se faisaient ici. Alpha n'était pas au courant. Bien sûr. De ce qui se passe. Il était mis devant les faits accomplis. Il n'était pas au courant. C'est après les arrestations qu'on essaie de construire ici et là,
de preuves, disons, colmatées par-ci par-là, ici et là, afin de justifier. Pour justifier les arrestations. Parce qu'il suffit juste de dire qu'il est de l'autre côté, il est ceci, il est cela, pour pouvoir effectivement essayer de noyer le poisson. Il faut que ça sorte dans notre pays ici. Qu'est-ce qu'on reproche au Fonik Kemengue et autres? Il faut qu'on nous le dise. Maintenant, c'est à l'opinion de dire effectivement, oui, ça, quand même, c'est bien fondé. Et que finalement, puisque nous sommes dans un état de droit, et comme tel, quand même, oui. Et comme tel, l'État lui-même est soumis au droit. Et je crois que c'est important qu'on essaie de voir si effectivement il y a lieu de mettre en place. C'est cela qu'il faut les présenter devant un juge. Je crois que c'est à partir de là, on va essayer de suivre la procédure. Et c'est la procédure normale. Et c'est ce qu'il faut. Si on ne le fait pas, ça veut dire que le problème c'est de l'autre côté. On avait une promesse que jusque-là, qui peine quand même à se tenir. On nous avait dit que la justice allait être la boussole. Mais c'est la boussole toujours. Oui, la boussole, mais pour aujourd'hui, la boussole semble être vraiment endommagée en partie. À cause de la météo quoi. Bon, je ne sais pas, peut-être si c'est à cause de cette forte pluie ou par rapport à ces arrestations-là. Honnêtement, aujourd'hui, ça ne devrait plus faire objet, c'est-à-dire quand même d'un débat. Sérieusement, tout ce qu'on a vu pendant le règne d'Alpha Condé ici, avec l'arrivée des militaires, on pensait quand même, avec surtout cette promesse, la boussole sera ce qui va nous orienter finalement, on pensait vraiment qu'il allait y avoir une rupture totale avec les mauvaises habitudes, avec les anciennes habitudes. Et malheureusement, aujourd'hui, ces mauvaises habitudes, on constate qu'elles ont la peau dure et puis qu'elles continuent. Parce que, imaginez-vous, au temps d'Alpha Condé ici, c'est seulement en ce moment-là, on voyait une seule personne s'attrouper. C'est-à-dire, on vient prendre une personne, on dit non aux agents, prenez des photos avec la personne pour juste faire croire qu'il y a eu attroupement. C'est-à-dire, illicite ou attroupement non autorisé pour pouvoir un peu faire ce qu'on appelle des chefs d'accusation taillés sur mesure. On ne veut plus de ça aujourd'hui par rapport à ces interpellations-là, par rapport à ces arrestations-là. Mais est-ce que ça trouve qu'on attend le moment opportun pour communiquer sur les faits? Non, mais ça ne devrait pas se passer comme ça, peu importe, à moins que ce soit une question de flagrance. Oui. C'est-à-dire, flagrant délit, on vous prend main dans la patte par rapport à une question concernant la sûreté, concernant la sûreté de l'État et tout autre. Mais je ne crois pas aujourd'hui que ce soit ce cas-là. Nous avons suivi tous ensemble ici les discours quand même de Fonik Kemengue et ses camarades de lutte par rapport à ces questions non seulement de la cherté de la vie et puis voilà la libération des médias tout et autres. Je crois à un moment donné aussi le retour à l'ordre constitutionnel parce que c'est tout cela qui fait aujourd'hui, qui pourrait peut-être si ça pouvait exister des charges contre ces personnes-là, mais ça ne devrait pas, disons, la forme n'y est pas. La forme n'y est pas, il fallait juste passer par une interpellation normale à travers une convocation en bonne et due forme, une convocation déposée au domicile de ces messieurs-là, des domiciles connus. Ce sont des gens qui ont des avocats, qui ont des conseils, il fallait juste passer par là et voilà, engager une procédure normale en bonne et due forme. Je crois que si cela avait été fait, le barreau aujourd'hui n'allait pas quand même sortir des communiqués, n'allait pas sortir ses biceps, n'allait pas bander ses muscles. Donc aujourd'hui, je crois, il faut rectifier cela et à la va-vite. À la va-vite. Voilà ce qu'on pouvait... Yaya, oui. Oui, je voudrais interpeller quand même nos sages, nos chefs religieux. C'est quand même ahurissant que ces actes... Ils n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Yaya? Pourquoi vous les interpellez ce matin? Nous sommes dans une situation où quand même, ce qui se passe dans notre pays ici doit pouvoir quand même interpeller les uns et les autres, puisque nous sommes dans une société, donc de surcroît, une société organisée. Un peu partout à travers le pays, il peut y avoir des crises. Une société où les personnes âgées, où les sages, les religieux ont leur place. Absolument. Donc, aux religieux de pouvoir s'impliquer pour qu'on essaie de voir effectivement qu'est-ce qui se passe. Pourquoi pas rencontrer le président pour qu'on essaie d'indiquer ou de quand même motiver l'arrestation de ces jeunes-là. Et pourquoi pas, s'il y a lieu de les juger, de les présenter à un juge. Je crois que c'est important. Pour éviter le pire. Pour éviter le pire. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que, disons... Le pire se produit. Le pire se produit et puis qu'on vienne, disons, de prêcher ce qu'on appelle
la paix. Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu. Je crois que c'est important qu'on sorte de cela. C'est maintenant que les uns et les autres doivent jouer leur rôle. Nous sommes dans une société, c'est des personnalités vénérées. Elles doivent comme telles, effectivement, agir maintenant. Et pourquoi pas interpeller à qui des droits. Et c'est important, c'est des rôles. Il ne s'agit pas, c'est pas une ingérence. Ça a été toujours comme ça. Et malheureusement, chez nous ici, on ne prend pas les choses au sérieux. On attend jusqu'à ce que ça soit trop tard. Et bien, on vient essayer de... Parce que j'ai l'impression que c'est des jeux au semblant pour effectivement appeler à la paix. La paix aussi a un prix. Parce qu'il faut s'impliquer au moment opportun. Oui, ça c'est vrai. Je crois que c'est là aussi qu'il faut, c'est-à-dire un peu interpeller le président de la République par rapport de la transition. Il faut le préciser par rapport à cette question d'interpellation. Je crois peut-être, parce que moi je me dis jusque-là, peut-être qu'il ne sait pas. C'est vrai qu'on en parle aujourd'hui, il doit être au courant. Il n'est pas là, il n'est pas en Guinée. Je pose une question. Je n'ai pas envie de rire. D'accord. Je n'ai pas envie de rire, j'aimerais vraiment être dans tout mon sérieux. Voilà, le président aujourd'hui, je me dis... Le général est là. Il doit... Bon, peut-être moi je t'ai déconnecté, je me disais peut-être qu'il est sorti, je ne sais pas. Il est informé de cette situation, il doit agir pour ne pas que les gens salissent quand même son nom. Parce que, vous le savez, c'est comme dans une famille. Tout ce qui arrive, on met cela au dépend quand même du père de famille. Oui, bien sûr. Donc, dans un régime, c'est la même chose. Ce qui s'est passé ici pendant le régime de Dadis, on sait aujourd'hui. Capitaine Moussa Dadis Camara. Capitaine Moussa Dadis Camara, tout le monde va dire c'est lui, même si personne ne l'a vu faire quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, on veut éviter la même chose, on veut faire éviter la même chose au général. Je crois vraiment que c'est le moment, le temps pour lui de s'intéresser à cette affaire et de ne pas quand même commettre ces erreurs du passé-là, et rectifier le tir et surtout prendre ce dossier-là en main et de passer par la forme. C'est tout ce qu'on demande. On ne dit pas aujourd'hui de libérer Fonike Mengue s'il se trouve qu'ils sont en conflit avec la loi. On aimerait juste dire qu'il faut être, c'est-à-dire dans la forme, loi, selon la loi, les lois que nous-mêmes avons votées dans notre pays. C'est tout ce qu'on demande, pas plus. Qu'on peut arrêter aujourd'hui dans un pays, que ce soit en Guinée, en France, aux États-Unis, je ne sais pas, au Japon. On peut arrêter n'importe qui, n'importe où, je ne dirais pas n'importe comment, mais selon ce qui a été écrit, ce qui est écrit dans nos textes de loi, ce qui est dans nos textes réglementaires, c'est plus facile de le faire parce que c'est ça aussi une société. Toutes les entités doivent être régies par des textes de loi. On va passer par ces messages que vous nous envoyez à tout moment. Merci de votre attention. Bonsoir. Certains journalistes de Facebook et des réseaux sociaux doivent faire doucement. Ils donnent des faux bilans sur les accidents en aggravant les chiffres. On doit imposer la visite technique aux engins à chaque mois. Mais ces engins appartenant aux particuliers qui font d'accidents. Mais pour les engins des sociétés, ils font rarement des accidents car ils sont bien organisés. Ils ont des GPS pour localiser les conducteurs qui dépassent la vitesse normale. Fonike, il prend un autre sujet après les accidents de la circulation, un autre sujet qu'il aborde dans ce SMS. Fonike est le vrai leader et patriote. Ces politiciens doivent venir lutter ici, mais ils ne sont pas patriotes. La jeunesse doit prendre leur destin en main. Vive la refondation de la classe politique. Ben Silla de Kuntia. Autre message que vous continuez toujours à nous envoyer. On va parler encore cette fois-ci avec salam à vous et salam à mes parents de Dalaba Dintinia. Il a continué. 1000 merci au député sénégalais Sanya. Après, paix à l'âme de Salifou Supervé Silla. Mamadou Alpha Diambouria Diallo depuis Koloma. Autre élément ou d'autres SMS toujours que vous continuez à nous envoyer à Conakry mais aussi à l'intérieur du pays. Bonjour Diallo Amadou depuis Lambani. Cette campagne est devenue un studio pour se faire des photos, un reboisement non suivi, se mettre l'argent dans le feu. Madame la ministre doit essayer d'abord de faire des études bien montées, confier cela à des ONG en fixant des résultats abandonnés. Ce système d'enrichissement, il est égal. Le pouvoir et
bonjour, vaut mieux sanctionner que reboiser. Damba Omar Afria, le pays va mal à tous les niveaux. Le pouvoir et les politiques doivent mettre l'eau dans leur vin. Moi, je dirais dans leur bissab. Et d'autres messages toujours. Le bas, certes, c'est une mauvaise publicité pour la Guinée, mais pour nos dirigeants actuels, ce n'est pas leurs affaires. Ils s'en moquent comme leur première chemise. C'est vous et moi qui avons cette réflexion de ne pas voir cette Guinée de mauvais œil. Cela dit que nos dirigeants se sentent de plus en plus à l'aise dans cet état que lorsqu'on parle du bien de notre chère patrie. Donc, force à Foni Kemengue et Biloba, des jeunes vraiment patriotes et soucieux pour le devenir de ce pays, n'en déplaise aux détracteurs de la République. Alpha Zidane Diallo. Autre, comme on appelle, message toujours. Bonjour à l'ensemble des chroniqueurs de Kabi. Bon, c'est Kavi, hein, c'est pas Kabi. Kavi, le problème de l'environnement en Guinée, c'est les cadres des eaux et forêts, car au lieu de défendre la forêt, ils donnent des permis de coupe de bois aux citoyens à des coûts exorbitants. Ils étouffent toutes les ONG qui défendent la nature. Merci, signé Barry White depuis la commune de Bessia. On continue, c'est trop, je crois on va arrêter là, c'est Michad. Depuis l'arrestation de Fonike Mengue et Bilo Agias, aucun chef religieux n'a dénoncé cette injustice. Mamadou Alpha Djambouria Diallo depuis Koloma. Voilà des messages qu'on pouvait lire avant de continuer sur la dernière partie, le dernier thème de cette émission, le scanner qui vous parvient, comme je le dis souvent, qui vous parvient toutes les semaines du lundi au vendredi. Dernier élément, dernier virage de cette émission. C'est au niveau des résultats de ces examens nationaux qui tombent à compte-gouttes, s'il faut le dire comme ça. Et certains parents ont le résultat de leurs enfants, d'autres n'en ont pas. Et nous avons vu les raisons qui ont motivé cette décision de la part des autorités de l'éducation. Et patatras, c'est le Premier ministre qui... Je me dis peut-être solidarité gouvernementale oblige, qui soutient son ministre en disant c'est tout à fait normal, on doit reprendre la correction de ces localités dont les résultats ne sont pas sortis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils pensent que le taux est très élevé et qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette sortie et ces résultats compte-gouttes? Bon, on parle de surnotation des élèves. Hein? Oui, surnotation des élèves. Je crois que ce n'est pas nouveau, c'est tout à fait normal que les résultats sortent comme ça, c'est-à-dire, je ne vais pas reprendre votre expression typiquement en compte-goutte, mais quand même de façon de façon partielle. Partiellement, ce sont des résultats partiels, il reste pour 6 localités, notamment 3 communes à Conakry ici et 3 préfectures de l'intérieur du pays. Donc aujourd'hui, on nous apprend que bon, enfin, comme je le disais, ce n'est pas nouveau parce que c'est sûrement cela quand même entre dans l'application des règlements des examens nationaux dans notre pays. Il faut le préciser. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne le savent pas, donc il faut arrêter un peu de tirer à boulet rouge sur. Mais quand on est parent d'élèves, c'est vrai, il y a des textes de loi, il y a des règlements qui se passent, il y a ce qu'on doit suivre. En tout cas, les textes de loi qui engendrent tout secteur, mais si on est parent d'élèves, on veut avoir les résultats de ses enfants, on voit le voisin a le résultat des enfants où nous autres on n'en a pas, c'est tout à fait normal qu'ils réagissent, même si cela ne colle pas à la réalité du département. Mais je crois que si les raisons pour lesquelles on a sorti les résultats partiels ont été avancées, abordées, c'est-à-dire partout, je crois qu'il ne devrait pas y avoir quand même d'inquiétude par rapport à cela. Les résultats, de toutes les façons, sortiront. Plus loin, on voit des acteurs du secteur éducation, syndicats et autres qui réagissent que c'est une première. Et puis voilà, on crie sur tous les toits. C'est normal, c'est de bonne guerre. C'est comme aujourd'hui un régime et des acteurs politiques. Vous savez pertinemment que ce que le régime fait, c'est difficile pour les acteurs, certains en tout cas, d'apprécier, c'est-à-dire ce travail à sa juste valeur. Il faut les comprendre. Dire que c'est une première, c'est comme si on ignorait un peu quand même les règlements des examens généraux dans notre pays. Je ne crois pas que cela, qu'il ait dit quelque part dans ces règlements-là que c'est interdit de sortir
des résultats partiels et surtout qu'on a constaté c'est-à-dire on a constaté une surnotation des élèves, des irrégularités dans ces différentes communes-là, dans ces différentes préfectures, ne serait-ce qu'un peu de temps pour réorganiser tout et afin de sortir quand même des résultats normaux. Parce que si ces résultats en catastrophe sortent comme ça, ces personnes qui sont aujourd'hui en train de critiquer le ministère et le gouvernement tout entier seraient encore en première ligne dans les mêmes critiques pour dire non, c'est une catastrophe, c'est des résultats aujourd'hui qui ne reflètent pas le niveau des élèves. À un moment donné, il faut quand même qu'on soit objectif dans ce qu'on fait et ne serait-ce qu'un peu de temps, je crois qu'on peut attendre et ne pas talonner comme ça le ministère. D'accord. Ne pas talonner le ministère. Est-ce que vous partagez cet avis de Mohamed Ba qui parle que c'est comme s'il parlait d'acharnement de la part de ces pas des parents, mais en tout cas certains observateurs même qui n'approuvent pas cette décision du ministère de l'Éducation par rapport aux résultats de ces examens Yaya? Ce qu'il faut dire, c'est que le ministre a le plein droit même d'annuler ces examens nationaux. Au regard des règlements généraux de l'examen, oui, bien sûr. Il en a. Il peut annuler, il peut suspendre la proclamation des résultats. Je crois qu'en 2008, on était là en 2008 sous Soirée, à l'époque Ousmane Soirée, le BPC avait été annulé. Parce que tout simplement, il y avait des irrégularités palpables qui caractérisaient donc cet examen-là. Ce qu'il faut signaler, c'est que tout ce qui se passe là, c'est le département qui a bien voulu entretenir cela. Ça pouvait absolument. Comment on peut entretenir des bruits autour de votre département, de votre maison? C'est ce que je suis en train de vous dire comme ça. La communication n'avait pas bien été, disons, huilée au niveau du département pour pouvoir faire comprendre à l'opinion. Attention. Mais pourtant, ils ont un chargé de communication, un service de communication. Moi, j'ai suivi le ministre. Il a juste cité ces différentes communes qui ne sont pas, effectivement, qui n'auront pas les résultats et que ces résultats viendront ultérieurement, pas d'explication. Donc, ce qui a donné l'occasion à toutes sortes de spéculations. Et comprenons effectivement ces différents candidats et leurs parents. Les autres en ont eu, vous n'en avez pas eu. Oui. Il faut qu'il y ait des explications, cette impatience de trop, il faut comprendre cela. Donc cela veut dire que c'était mieux d'interrompre ces résultats, reprendre s'il faut reprendre la correction ou la notation, que de donner des résultats après annuler. C'est mieux de passer par cette méthode, par cette décision du département. Vous avez vu, il y a une contradiction. Le pourcentage est donné. Le pourcentage c'est un pourcentage national. Oui. Ça concerne toute la Guinée. Y compris les résultats qui ne sont pas... Parce qu'ils ne sont pas, disons, donnés. Oui. Donc, est-ce que quand on va essayer de recorriger ces copies-là, le taux va chuter ou monter, baisser. Mais ce qui est sûr, c'est que le taux va chuter. Absolument. Et donc, l'un dans l'autre, il y a là un problème qui se pose. Parce qu'officiellement, déjà, les statistiques sont sorties. Alors, quelque part, il y a un problème à l'interne. Mais il y a un problème. Si on est arrivé à ce stade, c'est parce que quelque chose n'a pas marché quelque part. Et c'est en cela que j'ai dit, le ministre doit avoir tout le courage, en dépit de tout ce qu'on connaît de lui, quelqu'un de rigoureux, il est du sérail, il connaît très bien comment ça se passe. Il doit pouvoir on doit pouvoir soutenir les responsabilités quant au dysfonctionnement, disons, de la correction de ces copies-là à l'interne, au niveau du département, au niveau des services déconcentrés du département, notamment les DCE et les DPE à l'intérieur du pays. Je crois que c'est important à un certain niveau qu'on essaie de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Et je crois que c'est important parce qu'on avait appris effectivement, il y avait déjà certaines écoles privées qui avaient tenté de corrompre certains DCE. Est-ce que tout cela est passé quelque part? Parce que c'est important à un certain niveau qu'on essaie de voir tout cela. S'il est tenté que, effectivement, tel est le cas, et s'il est tenté effectivement des DCE ont pu passer des injonctions à certains correcteurs pour qu'on essaie de gonfler ici et là, disons, des notes,
d'où l'expression qu'Eba avait bien avancé ici. C'est important que des sanctions puissent tomber. Donc cela veut dire que ça ne devrait pas nous étonner si la CRIEF arrive à rentrer dans la danse par rapport à certaines écoles, par rapport à certains responsables d'école, voire même à certains responsables de département. Parce que si on suspend à ce niveau, c'est parce qu'il y a un problème. S'il y a eu problème, c'est parce qu'il y a eu tentative de corruption ou malversation quelque part. Cela veut dire qu'on pourrait s'attendre à des décisions, voire même du côté de la justice. Oui, du côté de la justice. Mais bon... Pour le moment, on ne va pas s'aventurer sur ce terrain, mais je pense qu'on devrait le faire pourvu que l'année prochaine ou des années qui vont venir, qu'on ne se retrouve pas dans des situations compliquées de la sorte. Déjà, le parquet s'est approprié de ces dossiers à longtemps. Les enquêtes sont en cours. Du côté de Jéricoré, il y a déjà la sentence est tombée. Sauf que les peines distribuées, bon, ça ne décourage pas les candidats. Quelques mois? Ah, quand même. Oui, c'est quelques mois. Mais bon, c'est les textes de loi, on applique les textes de loi. C'est déjà un pas. Maintenant, la CRIEF, je ne pense pas que cela relève de sa compétence. Ça dépendra de la gravité de la chose, je pense. Oui, parce que si vous avez débloqué plus d'1 milliard ou pour qu'il y ait beaucoup plus d'admis dans votre établissement, je pense que la CRIEF pourrait s'intéresser à la situation. Mais, oui, évidemment. Mais je suis déçu parce que à ce stade-là, le ministère doit pouvoir quand même mettre en place ces mécanismes pour pouvoir nous permettre effectivement d'abrévier tout ce qui se passe là et très rapidement, procéder à la proclamation de ces résultats-là. C'est vrai que c'est l'OCE, on pense que ça ne va pas poser assez de problèmes. Mais ça commence par là. On commence à voler un œuf, après c'est un bœuf. Donc si c'est CE, cela veut dire brevet, il y a le baccalauréat qui arrive, c'est le bon moment de mettre les pieds là où ça peut déranger. C'est la récorrection, je parle de cela. Je ne pense pas que cela puisse poser de problème. Et je crois que c'est important à un certain niveau que ça cesse dans nos pays ici. Avec tout ce que nous sommes en train de vivre ici, je crois que ça va être assez malheureux qu'on n'arrive pas à désigner un coupable et responsable de ce qui s'est passé. Parce que si effectivement on a assisté à l'annulation partielle de ces résultats-là... Je pense qu'on est pris par le temps, mais il y a un élément fondamental. On est pris par le temps, mais est-ce que quelque part, on a voulu dévier ce qui a été fait par le ministre précédent? Celui que vous aimez très bien là. Je n'ai aucun problème avec lui. Je ne pense pas que ça soit le cas. Je pense que tout simplement, celui-ci là en a beaucoup plus la volonté pour éradiquer un certain nombre de choses que celui qui l'a précédé. Parce que tout simplement, à un certain niveau, on n'avait pas bien voulu effectivement qu'il y ait des problèmes. On a voulu effectivement caresser ici et là les uns les autres. Mais je pense que pour Jean-Paul Seydi, qui me semble être neutre et qui n'est pas associé à un certain nombre de mafias. En tout cas pour le moment. Je crois que c'est celui-ci a bien voulu effectivement, et avec toute la responsabilité qui est, il a assumé cela. Je crois que c'est important. Il a dit attention, parce qu'il y avait certains qui avaient bien voulu, pour ne pas qu'on essaie d'éclater un peu l'image du département, on essaie de dire que c'est la première fois. Si c'est la première fois pour bien faire les choses, moi je suis partant. Pourquoi pas? Moi je suis d'accord. Pourquoi pas? Voilà. Merci beaucoup à vous, aux téléspectateurs, auditeurs de cette émission Le Scanner qui vous parvient sur les ondes de Kavi Média. Merci de nous avoir suivis. Eba Mohamed, merci. J'espère vous retrouver demain avec la même force, la même énergie. Inch'Allah. Pour servir nos auditeurs et téléspectateurs. Dr Yaya, Inspecteur Kolobo. Merci. Merci, Père. J'espère que vous allez retrouver votre santé en forme. Vous allez être demain en forme. Et voilà, merci. Vous autres, de l'autre côté, derrière la baie vitrée, les techniciens, merci pour ce combat que vous avez pu mener pour nous permettre à nos auditeurs de nous donner de leur donner, ces auditeurs, ces téléspectateurs de Conakry ou de l'intérieur du pays, des communes de Conakry, mais aussi dans les préfectures en dehors de nos frontières. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente suite de programme en compagnie de Kavi Media.